Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille non pas une, mais deux femmes inspirantes sur Les Croqueuses. C'est un épisode différent puisqu'il s'agit d'un dialogue à trois. Julie et Sarah reviennent sur cette période de vie intense qui les a faites passer de leur vie d'enfant à la réalité d'adulte. À 20 ans, le choc des annonces qui a remis en question leur projection de l'avenir. Comme une maison qui s'effondre, il faut réapprendre à marcher sur les ruines d'abord, pour ensuite reconstruire. Pendant 6-7 ans, elles deviennent aidantes de leurs parents qu'elles accompagnent dans la maladie. Là, le mode pilote automatique s'est activé pour redonner à leur tour tout ce qu'elles avaient pu recevoir quand elles étaient plus jeunes. Et pour traverser cette épreuve, elles ont dû faire bloc, trouver les ressources en elles et aussi autour d'elles. Aujourd'hui, elles sont adultes. Ce passage de vie a impacté le regard qu'elles portent évidemment sur leur vie, sur chaque moment partagé, vécu et surtout sur les petits et grands plaisirs du quotidien. Vous découvrirez également leur univers graphique magnifique qui est né de ce vécu. Restez bien à l'écoute pour découvrir leur histoire, leur gourmandise et tout ce qui s'est transformé en elles et pour elles. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à vous deux. C'est la première fois que j'interviewe deux personnes en même temps et je ne pouvais pas vous demander de vous séparer pour cette interview-là. Donc, bienvenue à toi Julie, bienvenue à toi Sarah. Merci Pauline. Je suis vraiment hyper contente de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast parce qu'en plus d'admirer votre travail qui me sert tous les jours au quotidien et vous allez tout nous expliquer derrière justement, eh bien, votre histoire et vos personnalités m'inspirent énormément et justement, c'est de ça dont vous aviez envie de parler aujourd'hui sur le podcast, de votre parcours, de cette épreuve, de cette période qui a été hyper challengeante et qui fait qu'aujourd'hui, professionnellement, vous en êtes là. Vous allez tout nous raconter, mais j'ai vraiment envie que vous commenciez par vous présenter aux croqueuses qui nous écoutent, que vous expliquiez un petit peu qui vous êtes et peut-être qu'on vous entende chacune. Bonjour les croqueuses. Alors, celle qui prend le micro, c'est Sarah, celle qui est sortie en dernier dans le couple des jumelles. J'ai 35 ans, je vis en Isère, dans le 38. Je suis graphiste de métier et j'ai fondé Femme Totem avec ma sœur jumelle. Voilà ce que je peux dire de moi en petit résumé en tout cas. Je prends le relais, donc la deuxième jumelle, Julie, 35 ans aussi, j'habite pas très loin de chez Sarah, donc dans le 42, pas le même département, mais on n'est jamais très loin. On va vous expliquer un petit peu notre parcours, par où on est passé, et on a créé la marque Femme Totem suite à ce parcours justement, dont on parlera peut-être après. Et on est ravis d'être avec toi. Ravie, ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Et pour les croqueuses qui ne connaissent pas encore Femme Totem, je vous invite à aller voir parce que c'est un plaisir des yeux, un plaisir du cœur à travers les mots, les textes, les illustrations. C'est juste magnifique. Merci. Donc, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui sur le podcast. Merci Pauline. Et du coup, maintenant qu'on sait un petit peu mieux qui est sorti la première, qui est sorti la deuxième, que vous vivez dans des départements différents, mais pourtant que vous n'êtes pas très loin l'une de l'autre. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu justement cette tranche de vie impactante, déstabilisante, challengeante, qui aurait pu vous faire sombrer aussi Prendre un et autre chemin, ouais. voilà, exactement. Et que vous aviez envie aujourd'hui d'évoquer sur le podcast pour la première fois vraiment en public.
C'est vrai. C'est vrai que c'est pas l'histoire qu'on met en avant en général. Ça fait partie de notre vécu et partie intégrante du coup pourquoi Femme Totem existe. Et pour autant, on met pas forcément notre passé en avant, mais je trouve que c'est super des occasions comme ça pour donner de la force peut-être, j'espère en tout cas, à des personnes qui traversent aussi des choses difficiles comme on a pu le vivre, pour leur donner des lumières sur le fait qu'on y arrive dans la vie, quoi qu'il arrive, c'est juste une question de temps. Donc merci pour nous donner la parole pour ça, ce qu'on fait rarement. Eh ben, je continue, Oui, vas-y, je Julie. t'en Donc, prie, je nous, t'en ça prie. a démarré en 2010. On avait 20 ans, 21. Ouais, que ça a démarré. Et c'est vrai que cette année-là, donc, c'est très particulier. Tout s'est passé d'un coup. Je me rappelle que c'était octobre 2010. Ma maman a commencé à avoir des problèmes de dos et a dû arrêter de travailler. Dans le même temps, il y a mon père qui se fait hospitaliser pour une opération aux intestins. Donc, il y a en fait une vie normale qui commence avec des aléas de santé comme tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier diagnostic qui tombe pour maman de cancer. Suite à son mal de dos, en fait, c'était une tumeur, pour aller un peu dans la précision, c'était une tumeur qui était logée dans le poumon, qui se décalait tellement sur la colonne vertébrale que ça allait toucher la moelle épinière. Donc, elle a dû être immobilisée d'office dès qu'ils sont aperçus de ça, parce que elle risquait vraiment de perdre ses jambes si ça continuait dans ce sens-là. En fait, il y a 2 temps. Il y a vraiment la maladie en 2010, qui est pour nous un effondrement. Et ensuite, il y a le décès de nos parents qui ont suivi 6 et 7 ans après. Et c'est vraiment ces deux choses qui font qu'il y a un parcours très particulier, en fait. C'est vrai, c'est 2 épreuves sur 2 parents en même temps, en fait, pour résumer. Donc effectivement, ça a commencé par le diagnostic du cancer de notre maman, qui était à un stade assez avancé quand on s'en est aperçu, plus cette complication qui était plutôt d'ordre mécanique, qui touchait la moelle épinière. Donc le diagnostic est tombé, elle a été tout de suite emmenée à l'hôpital. Enfin, Sarah était dans le feu de l'action, peut-être tu en parleras tout à l'heure. Et quelques jours après, elle est partie à l'hôpital pour se faire opérer des intestins. Et le diagnostic du cancer est tombé après début décembre pour Ouais, notre papa. on est à la fin d'année 2010, il y Voilà, a les donc deux ouais, en diagnostics. un mois ou deux, en tout notre monde, j'allais dire d'enfants, parce que ça touche aux parents, au foyer, à la construction, tout ça s'est effondré très rapidement finalement. Commence l'histoire là-dessus. Ouais, on commence l'histoire sur un choc. Clairement, on avait un peu, comme tout le monde, je pense, avant que la vie nous rappelle que les choses, elles se passent pas comme on les avait prévues. Mes parents, je les imaginais grands-parents. J'avais une vie un peu pas tracée, mais disons qu'on a une projection, en fait, aujourd'hui que je n'ai plus du tout. C'est peut-être quelque chose d'irréversible, mais j'ai aucune projection aujourd'hui. Parce que là, il y en avait une tellement un petit peu tracée sans que je me pose de questions que ce qui a sonné à 2 reprises en quelques mois d'intervalle à ce moment-là, ça a tout balayé. Ça a vraiment fait un courant d'air sur toutes mes prévisions, bien que j'étais pas dans le contrôle vraiment mais on m'attendait pas à ça, on s'attendait tous pas à ça, d'être cueillis comme ça, coup sur coup avec nos 2 parents. Ça emporte tout. Et là, d'un coup, il faut tout rejouer, quoi. Il y a 0-0, quoi. Les cartes sont Ah ouais, redistribuées. là, ça change toute la configuration. Et c'est vrai que nous, on l'a vécu comme un choc en premier lieu. Mm. Toi, tu as fait un petit peu de Alors moi, j'ai déni. fait 2 jours de déni je pense, je me rappelle même plus de qui m'a informé de la maladie de maman. Mais je sais que pendant 2 jours, j'ai pas été d'accord avec ce qu'on me disait. Je me suis dit vraiment, je me rappelle de la phrase que je me disais, c'était les médecins se trompent. Sauf que Oui, t'étais dans je c'est pas sais que Bac possible. plus 10, on ne se trompe pas avec le recul, mais sur le moment, je disais non, non, mais ils se trompent, ils ont mal vu. Enfin, j'étais vraiment dans le déni. Et c'est Sarah qui m'a clairement engueulée et qui m'a réveillée au téléphone en disant non, mais tu n'as pas compris ce qui se passait, voilà ce qui se passe. Et elle m'a engueulée. Et donc, à ce moment-là, le choc est arrivé. L'effondrement dont tu parles s'est fait là, pour ma part, et c'est de ce moment-là que je me rappelle, en fait. Je me rappelle pas vraiment avant qui m'avait donné l'information, et je pense que c'était toi, parce que toi, tu étais dans le feu de l'action. Moi, j'ai pas eu vraiment le choix. J'avais posé une semaine de vacances pour aider ma mère qui allait très mal et je les sentais pas, ces vacances. J'étais connectée avec un truc, purée, je partais à reculons. Et effectivement, j'avais raison puisque un matin, elle sonne chez moi, j'étais en pyjama, j'allais pour me lever, pour aller l'aider, etc. Parce qu'elle avait du mal à faire des mouvements. Et puis j'ouvre la porte et j'ai ma mère qui est au seuil de ma maison qui me dit Sarah, je t'embarque avec moi, on fait ma valise, j'ai un cancer, je pars à l'hôpital. Waouh! Donc notre mère était assez tranchée, elle n'était pas méchante du tout, c'était vraiment avec beaucoup de bienveillance qu'elle était dans sa personne. Mais par contre, elle était cash, quoi. Elle disait les choses, elle passait pas par 4 chemins. Le constat, c'était ça, j'ai un cancer, je pars en urgence à l'hôpital parce qu'il faut qu'on m'immobilise le plus vite possible. Voilà, elle allait pas dire oui, tu sais, Sarah. Non, j'ai pas le temps, l'ambulance, elle arrive, viens m'aider. Et en fait, j'ai reçu ça et à ce moment-là,
me rappelle que j'ai serré ma gorge tout le long du trajet pour aller à la maison avec ma mère pour montrer aucun signe de faiblesse, mais disons que je voulais la soutenir et pas être désarmée devant elle, en fait. Je voulais absolument avoir une posture. Je suis là, quoi. Je vais gérer. Si tu viens m'aider pour me chercher pour ça, je vais assurer, quoi. Et du coup, je fais ce trajet avec elle. Donc là, il y a mon grand-père, donc son papa qui passe. Comme tous les matins, il apprend ça. Bah, alors lui, il est complètement effondré parce qu'il s'agit de sa fille. Et Bah, faut là, dire que le cancer était sur un stade avancé et que du coup, c'était vraiment une mauvaise nouvelle dans la mauvaise nouvelle aussi. bah C'était là, on ne qu'on savait pas savait. encore à ce moment-là des valises. C'était juste, là, il fallait l'opérer du dos déjà et agrafer ses vertèbres pour qu'elle ne risque pas d'être paralysée. Mais c'est vrai que bah, annoncer à ton enfant qu'il a un cancer, même si elle a 50 ans, la personne, c'est quand même difficile, je pense, à prendre quand. Enfin bon, c'était son. Lui, s'est mis à pleurer tout de suite, mon grand-père, et elle était là, mais pleurez pas, je vais m'en sortir, je suis pas morte, arrêtez, je suis pas morte, je pars juste me soigner, je pars me soigner. Et après, bon, bah, elle est vite partie, l'ambulance était là, et c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule dans cette maison, mon père était à l'hôpital, mon grand-père a déserté tout de suite, je pense, pour exploser tout seul dans son coin plus loin, quoi. Et là, je me suis dit, bah, faut que je prévienne les autres. Donc, ma maman étant nounou, il fallait prévenir toutes les familles bah, que la garde s'arrêtait, qu'il fallait qu'ils trouvent en plus un plan B. Là, je préviens Julie, je pense que je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe. En fait, les examens de maman ne sont pas bons, etc. Puis, j'arrive pas à prévenir ses parents, quoi. Donc, je me sers de ma grande sœur qui est plus loin, qui est plus détachée. Géographiquement, elle habite pas au même endroit que nous. Elle n'a pas vécu les mêmes choses. Et elle a plus de poigne à ce moment-là que moi pour les prévenir. Je l'appelle et je suis en pleurs et je dis, voilà, maman, elle vient de partir. Non, non, mais t'inquiète, je le fais. Moi, je vais les prévenir, les parents, laisse-moi gérer ça et tout. Donc là, elle a vraiment pris cette mission, heureusement, parce que je sais pas, je me serais pas sentie capable de pleurer avec eux au téléphone. Voilà comment c'est arrivé. Il y a une espèce un courant de panique qui arrive. C'est un tsunami, en fait. C'est vraiment cette vague qui s'est retirée. Il y avait une tranquillité. Et il y a quelque chose qui vous submerge et je pense que vous n'êtes pas préparé dans la vie à vivre des trucs. Là, nous, il s'agit du cancer, mais il y a plein d'autres tsunamis qui existent sous d'autres formes où effectivement, on se prend une vague dans la Mm. figure, armée, quoi. Non, non, on n'est pas armé, c'est vrai. Et toi, tu m'appelles du coup à ce moment-là pour me brasser. Et au moment où moi, donc, je sors de ce déni, où j'ai cette image qui est encore très présente dans ma tête, c'est cette image d'une maison, en fait, où d'un coup, je vois tous les moellons, tous les murs se détruire. Je vois tout tomber. C'est très imagé, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et j'y ressens encore aujourd'hui. Tout qui s'effondre. Et en fait, après, on en parlera aussi après, mais j'ai eu la sensation pendant des années de marcher sur ces ruines jusqu'à la reconstruction de ma propre maison après. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée d'effondrement. Et pour avoir vécu les choses différemment, cette image d'effondrement, on l'a toutes les deux ressentie comme ça. Et je pense que beaucoup de personnes la vivent. On parlera de ce qu'on peut en faire, de ce parcours et cette expérience. Mais en tout cas, on pleure quand on sort de l'effondrement. Enfin, moi, j'ai pas pleuré, je pense, une semaine sans m'arrêter. Je sais pas, je suis pas allée travailler. J'ai vraiment sorti ce choc, en fait, de mon corps. Et c'était par l'eau, c'était par les larmes, et j'ai pleuré non-stop pendant une semaine. Et après, ben, je crois qu'on ne se rend pas trop compte, on est en Après, automatique. on actionne. Après, on Ouais, actionne. après, on s'est actionné parce que de toute façon, il fallait faire les trajets, il fallait aller les voir, il fallait prévenir les parents. Il y avait déjà des choses à faire à ce moment-là. Il fallait gérer leur absence à eux, auprès des autres, auprès de la maison. Il y avait des choses à faire. Disons, c'était le couple qui tombait. Sur vos deux parents, il y en a un qui développe une maladie, que l'autre la soutient, etc. Là, il y a les deux en même temps qui sont dans une vulnérabilité qu'on n'a jamais vue. Et que c'est là, avec Julien, on s'est dit, on est obligé de faire bloc face à ça parce que il n'y a même pas notre père qui peut, au niveau de la santé et du physique, soutenir ma mère. Ou inversement, c'est tous les deux, ils sont en train de faire la même chute au même moment. Et c'est là où on se dit, on n'a pas le choix. Ouais. On On s'est dit, on vit, prend le relais, en ouais, fait. on vit pour eux. Là, on Oui, a vécu pour eux. c'est ça parce que effectivement, le cancer, c'est une maladie terrible avec une sentence parfois vitale, mais pas toujours, parce Mm, qu'on mm. peut s'en sortir. Bien C'est sûr. vrai. Là, ce qui fait que ça a été aussi difficile, parce que vous avez peut-être pas réalisé dès le départ qu'il y aurait une mort. Vous parlez du choc, vous parlez de cette vie toute tracée que vous imaginiez, et puis tout d'un coup qui s'effondre. Finalement, on aurait pu se dire, bon, le cancer, t'inquiète pas, ça va y aller. Et vous, vous avez compris dès le départ Mm, cette gravité de la situation que vous tout à fait. viviez, Tout à fait, ouais. de par peut-être ce stade avancé dont vous aviez eu connaissance, et puis cette double sentence avec vos deux parents touchés en même temps, Mm, en fait. Donc d'un coup, Mm. ça vous a sorti de cette enfance dont vous parlez, de cette mm. projection du futur, de ce que vous pouviez imaginer, et là, vous êtes passé en mode pilote automatique, de ce que je comprends.
Oui, C'est ça. En fait, vraiment, je pense, Julie, comme moi, la chose commune qu'on a vécue vraiment de la même manière, c'est que pour le coup, l'annonce du cancer qui a créé un choc, on l'a pris, mais comme la mort. Moi, j'ai pleuré la mort oui, tout de suite. oui, oui, on a pleuré Alors, la mort pas de tout de mon suite. père, parce que l'annonce s'est fait différemment. On n'a pas conscientisé tout de suite. Ils ont tellement voulu nous protéger que il est tellement allé sur la pointe des pieds. Oui, alors, suite à mon opération, pour être sûr, par mesure préventive, on va faire quelques chimios. Mais voilà, il nous a pas dit, j'ai un cancer aussi, les filles, hein. Mm. Et c'est après, on s'est dit, mais on fait pas de chimio, en fait, c'est un cancer. Donc, en fait, oui, il a juste pas réussi à nous sortir vraiment le truc. C'était trop pour eux. Puis ils étaient beaucoup dans la protection, notamment lui avec nous. Mais en tout cas, on a pleuré Oui, on a pleuré. la C'est vrai perte tout qu'on de a suite, commencé par la pleurer mort, la mort, alors que tous complètement. les cancers n'apportent pas du tout la Non, mort. Des fois, c'est des expériences de vie, des maladies, le corps qui parle, mais heureusement, c'est pas une fin en soi, c'est un combat, oui, mais c'est pas toujours cette issue. Et c'est vrai que et nous, nous, on a on pleuré a cette issue tout de suite. soit senti cette issue, soit oui, le stade était tellement avancé qu'on a pleuré tout de suite Non, mais ça. je pense que c'est la peur. Mais On oui, a eu c'est vrai peur, on a aussi. eu peur. Mais il y a un truc particulier aussi dans notre éducation, c'est qu'on a été, je trouve, éduqués dans une bulle de protection. Notre père était assez anxieux, donc on sortait pas trop. Enfin, on a grandi vraiment dans une sphère et une espèce de bulle. Donc, quand cette bulle éclate d'une façon comme ça, l'écart est énorme et la chute l'est d'autant plus, en fait. Ça, c'est ton Ça, ressenti, c'est c'est mon pas le mien. ressenti. C'est mon Ouais. ressenti. J'ai l'impression d'avoir été préservée de côté sombre de la vie et qu'il m'arrivait comme ça. Ouais, moi je pense qu'on ne peut pas vivre une vie en préparant à ce qui nous est arrivé et que de toute façon, même eux, ils n'étaient pas prêts à envisager que voilà, il y a le vent qui allait tourner en 2010 et je pense que ouais, on n'a pas vécu pareil la Ouais. chose ici parce que oui, on a été surprotégés, certes, ça je veux bien le croire. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que même quand tu n'es pas protégé, tu prends une claque parce Oui, que oui, je suis juste d'accord. là d'un coup, c'est ton tour et tu te dis ah ouais, mais ça arrive pas en fait qu'aux autres. Et pourtant, on avait eu des cancers dans la famille, un oncle qui était décédé déjà de ça, notre grand-père. On était petites, on savait pas trop ce que c'était la notion de cette maladie. Et là, on l'a vécu 6 ans et 7 ans avec eux, à les accompagner en tant qu'aidants, entre guillemets, du mieux qu'on peut là-dedans. Et franchement, quand on nous annonce un truc comme ça, on sait pas dans quoi on va. Mm. Que ça soit juste déjà physiquement, le matériel, l'hospitalisation à Mm. domicile. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de vivre, hein, en réalité du Ouais, pas tout. envie de voir, pas envie de sentir, pas envie d'écouter, mais tout ça, c'est là, Les quoi. repas qui changent parce que c'est plus les mêmes, parce que les traitements font que ben, les repas, c'est plus possible. Enfin, il y a toute une... En fait, ça reconfigure la vie. Le quotidien. Oui, et il faut un temps d'acceptation pour ça. Vraiment, il faut un temps d'acceptation parce que ça nous change tellement, on perd un confort. Nous, on avait beaucoup des repas, c'est vrai, qui étaient très conviviaux, quoi. On était Mm. beaucoup à parler, à se livrer, à partager. Bon, bah là, il y a une tournure complètement Mm. différente. Mon père peut plus rester à table. Ma mère, elle est avec un corset Mm. qu'elle a gardé jour et nuit pendant un an jusqu'à la tête. Mm. On a changé de posture du jour au lendemain. On est passé parents de nos parents. Enfin, en tout cas, nos ressentis expriment ça. On s'est occupé d'eux physiquement. Bon, alors, ils nous ont, je pense, beaucoup protégés aussi là-dedans. Ils se sont livrés l'un à l'autre, aidés l'un à l'autre. Et je pense qu'ils ont voulu nous préserver de beaucoup d'informations ou de visions. En tout cas, oui, on a eu cette responsabilité et qu'en fait, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir choisi. C'était comme ça, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait être là, point. Je me suis pas dit, qu'est-ce que je fais? Pas du tout. C'était, en fait, là, c'est normal, c'est à nous de y aller, quoi. Mm, Mm. Donc voilà, et donc oui, pilote automatique, c'est c'est ça. ça, ouais. Mm. C'était instinctif en fait. Il vous C'est ça. fallait, en plus de cette sortie de l'enfance, du coup, un petit peu comme redonner de façon naturelle, sans avoir anticipé, sans vous questionner, redonner à votre façon, du coup, tout cet amour pour pouvoir accompagner Exactement. vos parents dans ce Ah oui, qu'ils étaient en train de vivre en fait. Ouais, c'est ah pour ça oui. que ça nous paraissait normal et évident, c'est parce qu'ils nous avaient donné et c'était le moment de redonner. Mm. Et du coup, vous dites que ça a duré 6 ans, 7 ans, Mm, avec plein d'étapes et oui. des échanges qu'on a pu avoir aussi ensemble. Vous l'avez pas vécu de la même façon, ça s'est pas manifesté de la même façon, parce que pour tenir aussi longtemps dans ce rôle d'aidant, justement, Mm. où on voit, mine de rien, nos parents se dégrader, on voit la Ah, souffrance, c'est ça. on en vient à être obligé d'avoir des gestes de toilette et autres qu'on n'aurait pas envie d'avoir Mm. sur Mm. ses propres parents, parce qu'il y a cette intimité de respect qu'on voudrait avoir, Oui. mais on Mm. n'a pas le choix. Donc, il y a tout ce côté un peu sombre de la maladie dans ce rôle d'aidante que vous avez mené. Ça Mm. a duré très longtemps. Comment Mm. est-ce que vous avez traversé tout ça? Comment est-ce que vous l'avez vécu intérieurement? Avant de commencer, je veux juste te dire qu'on a été quand même énormément accompagnés.
déjà par le corps médical. On avait quand même les infirmières à la maison. Il y avait vraiment le corps médical qui nous a... Enfin, ils étaient en HAD, donc en hospitalisation à domicile. Donc, on a quand même... ça, c'est vraiment énorme et c'est un repos aussi parfois pour nous d'avoir cette HAD. Et puis aussi la famille et les amis qui ont été là, de nos parents et puis les nôtres, mais de nos parents, hein. La famille a été là pour prendre le relais aussi. On n'a pas tout fait. Donc, on n'était pas Ah seuls, oui, en non, bien fait, sûr. dans cette épreuve. Et merci, du coup, au passage, d'avoir été là. Non, il y Après. avait bien sûr du monde autour d'eux. Et d'ailleurs, ma mère disait que c'était une des très belles périodes de sa vie parce que c'est le moment qui l'a ramenée à ressentir énormément d'amour autour d'elle. Dans des épreuves, on sent beaucoup le soutien. Le soutien, c'est de l'amour. Et du coup, elle était tellement dans la gratitude que le moindre petit signe, elle vivait comme ça. Elle le prenait avec une positivité incroyable. Donc, dans une épreuve comme ça, elle a tout de suite su prendre parti de cet amour qui l'a entourée parce que il y a eu beaucoup de soutien. Oui, oui, il y a eu des gens. Nous, on s'est épaulés déjà beaucoup toutes les deux avec Ouais, Julie. je pense que ça a été le premier soutien, ça a été l'une On ou a fait l'autre. bloc. D'un coup, on a fait bloc. On était, Ouais. je veux pas dire plus qu'une parce que c'est un peu cliché pour, pour des jumeaux de parler comme ça, mais là, vraiment, on était en mode machine de Ouais, guerre. Quand il y en a une qui lâche, c'est OK. L'autre, elle prend le ouais. relais. Bah là, chez toi, j'y vais. On Et était voilà. vraiment voilà, à se passer la patate chaude, si j'ai envie de dire, mais c'était un peu ce truc où là, je sais que je suis en mesure de gérer. Ok, moi, j'ai pas la capacité, par contre, je peux Mm. faire ça. Ok, bah, ça me va parce que moi, ça, je pourrais pas le faire. Et ça a été un jonglage comme ça où, en permanence, alors pareil, comme tu dis, vachement instinctivement, hein, c'était pas conscientisé. Ça a pris ce rouage de manière automatique Mm. mais en plus, on travaille encore comme ça, c'est-à-dire Mm. que on sait très bien ce que l'autre, elle est capable et où l'autre, elle est plus capable. Oui, et puis on était déjà en acceptation des émotions. Enfin, on les comprenait peut-être pas, mais en tout cas, elles étaient là. Puis on vivait pas les choses. Pas les mêmes Enfin, on choses. vivait les mêmes choses, mais pas au même moment. Et du coup, en fait, quand l'une ne pouvait pas, bah, bizarrement, j'ai envie de te dire, bah, l'autre, elle était en capacité de gérer à ce moment-là. Donc la vie, ou je sais pas qu'est-ce qui a fait bien les choses, mais en tout cas, ça a été bien fait, qu'on était toujours, il y en avait toujours une pour y aller. Ce cataclysme, il arrive en 2010 et en 2011, on se sépare toutes les deux de nos relations. Donc vraiment, ça a fait, voilà, je ne sais pas si avec le recul, ça a une répercussion sur nos couples, mais en tout cas, nos couples, ils sont passés aussi. Et c'est vrai que là-dedans, moi qui sortais d'une longue relation de 6 ans, je crois, j'avais un peu perdu mes amis, en fait, cette relation avec laquelle je m'étais renfermée. Et là, j'ai vraiment redécouvert l'importance des amis dans des moments critiques que l'on peut vivre. Et vraiment, là, toutes les deux, on a eu le même entourage au même moment, ce qui était quand même Oui, rare parce qu'on oui. a pris des études différentes, Mm. etc. Là, d'un coup, on se regroupe avec le même entourage et ça nous a porté énormément parce Mm. que franchement, ils nous ont fait du bien. Oui, merci s'ils nous entendent. La sororité, en fait, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup porté à ce On moment-là. bringuait beaucoup, mais c'était un échappatoire pour nous parce qu'à la maison, c'était pas drôle. Et vraiment, dès qu'on était à l'extérieur de chez mes parents, on essayait de respirer en fait l'oxygène qu'on avait avec ces amis-là, Même hein. s'il était tout petit et tout simple, c'était hyper intense en fait pour nous. Ah oui, Tout était intense. Tout était... Là, ça a été une période d'intense et c'était au jour le jour. C'était le rapport au temps a changé puisqu'on vit au jour le jour, étape par étape. On ne sait pas demain de quoi il sera fait. mm. Tous les jours est un jour de gagner. Donc vraiment, le rapport au temps a changé et ça a changé le rapport à notre vie du À coup. notre perception, Mais ouais. les étapes, dans ces 6 ans, je ne sais pas s'il y a vraiment des étapes. Ça a été 6 ans d'intensité, en fait, dans le haut comme dans le bas. Qui va et qui viennent parce Ouais. que en fait, à des moments, on avait des petits moments de répit, de tranquillité, par exemple, quand les traitements, ils étaient supportables pour eux. Déjà rien que ça, qu'il n'y avait pas trop d'effets secondaires. Et ben, on retrouvait des petits moments agréables, des conversations où ils étaient disponibles pour nous parler. Donc, on repartageait notre vie avec eux. Mm, Ça, c'était vraiment des moments de hop, qu'on chopait parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est hyper chouette de redonner un petit goût de la vie d'avant, mm, même si c'était pas à 100%. Mais... Et des fois, bah, il y avait cette peur parce qu'il y avait des soucis de santé liés au traitement mm. qui créaient des causes très graves. Plusieurs fois, on a cru que maman, elle allait y passer sur enfin, des œdèmes au cerveau, enfin, des choses qu'elle a créées dans son parcours de maladie. Où là, par contre, bah, vous viviez des soirées avec des amis, mais en fait, vous n'êtes pas dedans du tout parce qu'à la maison, c'est très grave et vous savez même Ouais. pas si votre mère, elle va être là la semaine prochaine, Mm. quoi. Il y a des fois, on dirait qu'on est presque dans un état de conscience modifié parce qu'on n'est plus là, quoi. On est vraiment ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe, on est trop bouleversé. Et Ça, c'est un jonglage, c'est vraiment entre le chaud et le ouais. froid qui a rendu tout intense Mm. et qui a, moi, chez moi, commencé à créer un décalage avec les autres. Parce que là, je me suis dit, mais eux, ils savent pas en fait. Alors moi aussi, je sais pas des choses d'eux, de ce qu'ils vivent, hein, parce que chacun a son petit fardeau, comme on dit, mais
là, je me suis dit, mais ils savent pas, je sais pas, des nouvelles, par exemple, qui sont positives. Oui, mais là, c'est des larmes de joie. Maintenant, en fait, c'est pas que des larmes de joie pour moi parce que ça fait écho à autre chose et ça me brasse. Et toute cette distance-là, j'ai commencé à la mettre parce que, ben, qui est capable vraiment de connecter avec ce qu'on a à l'intérieur de nous quand on vit pas les choses? Donc, faut s'accrocher au soutien qu'on a, même si les gens, ils Mm. n'ont pas la signification de ce que ça veut dire pour nous, c'est pas grave, ils sont là et c'est tout ce qu'il faut faire, hein. Faut s'accrocher à eux, hein. Après aussi, dans ce parcours de maladie, il n'y a pas eu de pause aussi. Ça a été 6 ans et 7 ans pour mon papa, je crois que notre père a eu 6 mois sans traitement en tout. Mais sinon, il a eu des traitements tout le temps, les rayons, la chimio, tout un tas de traitements. Et notre mère non plus n'a jamais eu de rémission. Donc, ça a été vraiment un combat tous les jours pendant des années. Mhm. Et il y a beaucoup de choses qui ont le temps de s'installer sur des années. Sur la durée, il y a beaucoup de choses qui s'intègrent malgré nous, ou dans les habitudes. Et puis, en plus, dans un quotidien difficile. Bizarrement, l'humain est paramétré quand même pour s'adapter et on prend une nouvelle routine. Et je crois que quelque part, bah, en fait, ça fait quand même du bien, même si elle est dure. Le fait que ça soit une routine ou un quotidien, il y a quelque part une capacité d'adaptation naturelle qui fait qu'on arrive à survivre dedans. Mais ça se fait, je ne sais pas par quel Avec les biais. années, mais après, ce que tu veux dire, c'est que oui, on a réussi à s'habituer à cette nouvelle On a vie, en réussi fait. à s'habituer, et encore une fois, parce qu'on était tous ensemble et tous entourés. Mais je crois que ça nous a quand Une même vie fait pas du désirée en plus, bien. mais Ça nous a quand même fait mm, du bien de voir qu'on arrivait quand même à voir des moments malgré tout où il y avait encore l'amour et la qualité de la discussion et l'échange. mm. Oui, et puis dans ce que vous racontez là, entre ce que vous viviez à l'extérieur, dans l'entourage, avec les fêtes, avec les discussions avec vos parents quand ils étaient en état et en capacité de reprendre ces échanges avec vous et parce qu'ils étaient un petit peu en répit Ouais, de c'est ça, souffrance et de exactement. douleur et ils étaient en mesure de renouer cette relation avec vous, c'est comme de ce que je comprends, de ce que je perçois de votre histoire comme si tout prenait vraiment une saveur très, très Mm. particulière dans cette capacité à... Alors certes, c'était intense aussi bien dans la souffrance que dans les grandes C'est ça. joies, mais et cette capacité derrière à voir et à déceler chaque petite victoire, chaque petit jour gagné, comme vous disiez, chaque Mm. petit moment précieux dont vous vous nourrissiez en fait pour tenir le coup, quoi. Tu résumes très bien la Tu, chose. tu as très bien formulé, et C'est je ça. dis toujours, en fait, les petits bonheurs, en fait, ils sont pas petits. En fait, c'est super important, et ça, je crois que ça nous a toujours pas quittés aujourd'hui, hein. C'est ça, mais c'est vraiment ce curseur, comme tu expliques très bien. Je pense que tu as même des meilleurs mots que je pourrais employer. C'est un curseur qui vous, c'est comme on dit, les pendules à l'heure, quoi. C'est vraiment ce truc qui vous ramène aux sensations et au fait de savourer la vie pour ce qu'elle est. Et que, bah, pris dans nos habitudes, parfois on fait plus attention qu'un repas avec son conjoint un jeudi soir, tout bateau dans la semaine. Bah, en fait, c'est très précieux. Je dis ça, mais je pourrais dire autre chose hein, comme exemple. Et en fait, vraiment, ça remet ce curseur-là sur les saveurs des choses. Et La valeur. tout a Mm. une valeur et une saveur. Et ça, Mm. honnêtement, depuis, je pense que ça ne m'a pas quitté. Et en tout cas, il faut se le rappeler vraiment parce que c'est vraiment une Oui, chance. tu as raison, ça a placé un curseur de façon indélébile, en fait, je pense. Hmm. Donc, dans ce que vous vivez aujourd'hui, vous êtes encore très fortement imprégné de Oui, Mm. ce regard-là, en fait, que vous oui, avez appris à poser sur la vie, sur ces petits mais grands bonheurs, Mm. c'est ça. et ce qui Ouais, fait ouais. qu'aujourd'hui, du coup, vous les continuez, en fait. C'est ça, en fait, ça a mis quelque chose d'indélébile. Enfin, mon regard aujourd'hui, il est irréversible. Je pourrais pas voir la vie autrement. Avant, je considère que j'étais dans l'ignorance. C'est un peu comme quand on est dans... je me ressens comme une pistache avec la coque qui vous empêche de voir la vie comme il faut. Et en fait, il y a quelque chose qui est venu casser ma coque. Et d'un coup, on découvre toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur avec ce vert, ce violine qui est magnifique sur une pistache. De la Je dis saveur. ça parce que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai l'impression de me sentir comme ça et de tout redécouvrir dans ces couleurs, dans une intensité de sensation qui est en fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas perdre. Je veux pas perdre ce regard-là parce que Mm. tout ce que je vis, ça me remplit, ça me nourrit et c'est dommage de pas avoir ça. Avant, je considère que j'avais pas ce regard-là et Mm. franchement, je n'avais pas la même vie. Bien Ouais. qu'elle soit Mm. moins dans la peur, moins dans les problèmes parce que maintenant, après, on a eu la maladie et le deuil. Mais quand même, il y a eu ces saveurs de choses, quoi. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Et justement, dans cette ultime étape qu'a été le deuil de vos deux Mm. parents,
avec ce long parcours de maladie, Oui. d'aidante, de OK, on tient le coup, on est en mode, guerrière. Si toi tu craques, je prends le relais et après on échange. Comment est-ce que vous avez vécu le deuil qui, quelque part, vous a, avec vraiment beaucoup de pincettes, hein, libéré du poids de la maladie? Ça nous a libérés de la souffrance qu'ils avaient. Ça soulage dans le sens où ils ont plus mal, en fait. Et donc, qu'ils souffrent plus, ça, c'est un soulagement, c'est vrai. Mais on commence une autre étape, c'est un autre travail, c'est autre chose. Il y a, en fait, en premier lieu, je pense que ces 6 et 7 années qu'on a vécues, elles ont été bercées dans la peur. On avait peur que la mort, elle arrive, on avait peur de les perdre. Quand c'est fait, la peur, elle a plus de place à exister. Et c'est ça le truc, en fait, c'est que vous redoutez quelque chose qui arrive parce que ce n'est pas là et c'est ce que vous redoutez le plus. Mais malheureusement, quand c'est là, en fait, la peur, elle prend plus possession de votre... Alors ça, c'est pour toi, personnellement. Ah oui, bah oui, alors c'est pour Moi, moi. la peur, elle est pas partie quand ils sont Alors moi, la partis. peur est partie tout de suite, comme le pire est arrivé. La peur n'avait plus de place, en fait. C'était là. Tu as raison, le mot, il est quand même un peu atroce de dire ça, mais j'étais effectivement dans cette libération de peur que le pire arrive puisqu'il était là, mais j'étais aussi dans cette libération de souffrance Mm. parce que moi, j'ai trop de compassion pour les autres. Donc, quand vous voyez vos parents changer physiquement, souffrir avec tout, enfin, par quoi ils sont passés, quand vous avez plus ça, finalement, vous vous concentrez que sur vos propres souffrances, vous portez plus celles de l'autre. Mm. C'est un soulagement Mm. malgré tout. Le focus revient sur soi, en fait. Ah ben, en gros, c'est terminé pour eux. Et du coup, ben, on fait quoi? C'est du coup, tu veux quoi? En fait, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vas? Tout ça revient. Et là, on arrive dans une autre étape. Par contre, moi, la peur, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en défaire. C'est quelque chose je pense, qui est encore présente. Il y a des réflexes dont j'arrive pas à me débarrasser. Comme par exemple, je disais à Sarah, le téléphone, je ne peux pas m'en passer parce que pour moi, dans ma tête, c'est il faut que je sois joignable parce que s'il faut que j'aille quelque part en urgence, il faut que je puisse être accessible pour, entre guillemets, sauver ou aider. Ça, c'est un truc, j'ai plus de personnes, enfin, mes parents sont plus là, mais ça, j'arrive pas à me l'enlever. Il y a des peurs comme ça ou des réflexes qui ont été tellement ancrés que j'arrive pas à m'en défaire. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a ce soulagement de souffrance de eux. Et puis aussi, la souffrance de la maladie, c'est une chose, mais mon père souffrait aussi de voir ma mère malade et ma mère souffrait aussi de voir mon père malade. Et ça, c'est une souffrance émotionnelle qui se voit différemment, mais qui est là. Et du coup, c'était, j'ai envie de dire double peine, mais c'est un peu ça, c'est que on voyait à tous les niveaux, il y avait une souffrance qui était difficile à voir, en fait. Par contre, je les ai jamais vus aussi amoureux. Ouais, ils ont fait bloc eux aussi, hein. Ils ont fait bloc J'ai à ce cru que c'était moment-là. des adolescents qui étaient amoureux et ils étaient très pudiques, en fait, ils nous montraient pas leur amour. Le couple, c'était le couple, quoi. C'était pas, Ils étaient parents avec nous, ils ils étaient n'étaient pas parents, couple. voilà. Donc, on n'avait pas leur histoire de cœur, de dispute, on voyait pas tout ça. Et là, c'est la première fois de ma vie où je les ai vus si amoureux. Tu as vu leur couple, en J'ai fait. vu leur couple et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que c'était beau à voir et si on devait en tirer une beauté ou en tout cas quelque chose de fort, et ben n'empêche que la maladie, elle fait voir des jolies choses parfois, des petits trucs que j'aurais jamais vu avant et ça, c'était de l'amour. Et l'amour, c'est toujours beau à voir, même dans la maladie. Mmh. J'aime beaucoup ce que vous partagez, dans cette notion d'amour vraiment et d'amour pur, en fait. La Mm. vraie essence de l'amour. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au regard qu'on pose, à la saveur que chaque chose prend et je pense qu'on ressent les choses peut-être différemment en nous touchant directement au niveau du cœur dans ce qu'on Mm. perçoit et Mm. et ça m'émeut beaucoup. Mm. Ça m'émeut beaucoup. Merci, merci de partager ça, cette relation d'amour qu'eux ont renouée ensemble, en fait. Ah oui, oui, ça... Alors, notre mère, elle était vraiment, pour moi, une femme exceptionnellement forte, même dans ses failles. Enfin, elle était, pour moi, exceptionnelle. Mais mon père, il n'était pas prédestiné à prendre le même chemin. Il n'avait pas la même conception de base. Il était plutôt pessimiste de base. Il avait une peur noire des hôpitaux, des piqûres. Donc, s'il fallait faire un traitement, surtout pas. Et là, d'un coup, il y a eu un guerrier en lui qui est arrivé. Mm. On n'a pas compris que c'était. J'ai envie de dire, mais papa, Mm. rends-moi mon père, hein. Parce Mais que là, ça a changé nos relations. ça a Ça a changé nos changé nos relations, ça a relations, changé tout. ouais. Je pense qu'il a surpris tout le monde. Vraiment, c'était sa force là. Il a surpris tout le monde. Il Mm. était battant. Il était dans le soutien sans faille mutuellement. Ils étaient dans un soutien sans faille. Et on a redécouvert des Mm. personnalités. Moi, je dis toujours, faut pas condamner les gens, mais c'est vrai parce que franchement, quand on est au pied du mur, on ne sait jamais comment on va réagir, hein. Ouais. Bah, pour le coup, là, c'est vrai parce qu'ils nous ont donné un exemple de vie. Mm. Moi, juste merci qu'ils aient été sur mon chemin rien que pour ça, hein, parce que franchement, c'était une leçon à voir aujourd'hui que, pareil, j'ai pas envie d'oublier, hein.
Mmh. Et justement, par rapport à toute cette période-là, si intense, qui vous a apporté des leçons de vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas du tout de la même façon. Vous avez certes pas le même âge, mais vous avez pas la même sagesse aussi des différents enseignements que vous avez reçus de vos Mhm. parents, de la vie, de la maladie, du Mm. plaisir, de la souffrance, de tout ça. Vous avez construit quelque chose. Et vous avez construit quelque chose de beau de tout ça, parce que celle que vous êtes aujourd'hui, vous avez envie de continuer, de porter ce regard-là, de ce que je perçois Mm. et de le transmettre aussi, de le partager. Mhm. C'est vrai. Bah, disons que je pense qu'avec le recul, ça a éveillé nos consciences avec Julie, tout ça, sur notre sensibilité, sur nos émotions. Je pense qu'avant, on ne se posait pas de questions et on vivait les choses comme elles devaient se passer. Et avec un bouleversement pareil, on est tellement dans un extrême de vie que ça vous remet un regard à l'intérieur sur nos propres sensations. En fait, on peut construire avec des choses qui nous ont détruits. Et ça, c'est vrai, déjà, on peut se reconstruire. Ça, c'est la première chose. Nous, je pense qu'on s'est reconstruit, mais que c'est en fait jamais terminé parce que quand on commence un chemin d'introspection ou de développement sur une quête d'épanouissement, c'est des chemins qui se terminent jamais parce qu'on est en constant mouvement. Donc, ça nous a surtout appris à nous écouter et à écouter ce mouvement. Déjà, il y a le mouvement de la vie sur lequel il faut plus ou moins se calquer et pas vraiment lutter Il par ne faut pas force. lutter. Il faut essayer d'être sur cette vague dans le mouvement. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais néanmoins, la vie, elle est comme ça. Et puis, il y a un mouvement de nous. Nos aspirations, elles changent, nos besoins, ils changent, nos envies, elles changent. Et donc, il faut être à l'écoute de ça. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'est né notre projet Femme Totem. C'est qu'à un moment donné, on s'est regardé à l'intérieur. Mince, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça? Oui, on a été victime de cette histoire, mais on peut sortir de ce statut de victime et en faire quelque chose de, j'allais dire, pas thérapeutique, mais quelque chose qui a du sens. Et en fait, moi, j'ai appris de ça, c'est cette histoire difficile. Quand tu lui donnes un sens, j'ai l'impression que ça m'a aidé à l'accepter parce qu'elle n'était pas vaine, elle a servi à quelque chose, à moi, bien sûr, et jusqu'au point de la partager. Oui, mais tu vois, tout ça, c'était pas un travail conscient. En Non, fait, on n'a pas cherché à se dire, ouais, nous aussi, on a vécu un truc, qu'est-ce qu'on peut en faire, non, pas comment... du tout. Ouais. C'était pas du tout cette démarche. Je pense qu'en fait, tout ça est né, puisque comme tu l'as très bien dit, ça nous a, et pour ma part, je partais de loin là-dessus, poussé à nous écouter vraiment dans ce qu'on recherche pour être aligné, pour se sentir aligné. Et donc, bon, il y a eu les séparations de nos couples, etc. Effectivement, il y a des choses qui se sont agencées autour de nous. Mais le fait d'être centré sur notre propre écoute, de notre épanouissement, en fait, c'est arrivé tout seul, hein. Tout Mm, ça, c'est né que par une réponse à comment tu te sens aligné mm. avec ce que tu veux faire. Le fait est que Femme Totem, on travaille le besoin émotionnel en vendant des outils pour aider à les gérer. Et je crois que c'est pas pour rien, c'est parce que on a entre guillemets l'école de la vie et elle n'est pas terminée cette école bien heureusement, mais on a cette expérience là qui nous a en fait poussé à faire ce projet. Mais tu as raison, c'était pas recherché, c'était qu'est-ce qu'on a envie de faire simplement, c'est on est qui et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on Non, a mais envie de même faire. pas. Moi, j'ai même pas conscientisé comme ça. Enfin, moi, je suis instinctive par rapport à toi. Ouais, En moi je fait, suis plus Julie mentale. mentalise, voilà, mentalise beaucoup plus. Et moi, j'ai une tendance à moins me poser de questions et laisser faire mon instinct. Donc déjà, moi, j'ai remarqué finalement avec les années que certainement, j'extériorise beaucoup de choses avec la peinture et le dessin depuis petite. Et ça, c'était inconscient. À mon avis, il y a beaucoup de choses inconscientes que je commence à conscientiser maintenant. Moi, c'était très instinctif où je me laisse un peu guider. Elle, c'est le cerveau de l'équipe. Donc finalement, elle me propose des plans. Et moi, je suis là en mode, ouais, ok. Moi, j'écris beaucoup. Sarah, c'était le dessin. Moi, c'était l'écriture depuis que je suis toute petite, hein, même avant l'expérience qu'on a eue sur notre chemin. À 10 ans, j'écrivais déjà beaucoup. Et ces deux compétences, ces deux aptitudes, je sais pas comment les appeler, elles sont complètement C'est pour ça traduites que c'est dans un notre résultat projet, hein. naturel. C'est vraiment, ça s'est fait. Ouais, c'est nos deux identités, nos deux cœurs et notre histoire. Mmh. Oui, parce que en fait, c'était des attirances et des appétences que vous aviez déjà, toute jeune, qui Mm. faisaient de votre identité propre, votre propre personnalité C'est et ça. en fait, vous avez continué de les utiliser pour, les mettre au service de votre propre Voilà. guérison, de votre propre cheminement et en T'es fait trop fort, Pauline. et naturellement, en fait, c'est venu dans la transmission aussi, même Mm. si à la base, c'était pas forcément conscientisé de «je veux aider les autres parce que moi Oui, j'ai traversé ça». c'est ça. Ça s'est tourné naturellement vers l'extérieur aussi, une fois que vous aviez fait le job quoi, vers, Oui. en mettant le curseur à l'intérieur de vous, quoi. C'est ça, en fait, notre regard sur la vie, il change tellement avec un parcours comme ça. On veut donner un autre sens aux choses, en fait, je pense. On a voulu donner un sens, en On a fait. voulu donner un On sens. a voulu Mm. donner un sens, très certainement. Mais Mmh. de manière inconsciente, au Mm, final. mm.
Et je comprends pleinement ce que vous partagez là parce que la vie professionnelle que j'ai aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle que j'avais commencé à construire. Et de la même façon que vous, ça a été, moi, en lien avec la maladie, en lien avec, le décès de mon Mhm. papa et d'autres choses. Ça m'a fait aussi expérimenter beaucoup de choses, mais tellement de choses pour moi personnellement, pour comprendre, pour accepter, pour libérer, pour guérir aussi. Qu'à un moment donné, c'est devenu tellement naturel que ça s'est ouvert vers l'extérieur en disant: «OK, il est temps en fait, je peux pas continuer». Même si j'étais au service d'eux en tant qu'enseignante, j'avais cet élan vital de continuer d'ouvrir à autre chose et c'est comme ça qu'est née aussi, mon activité professionnelle que j'ai aujourd'hui, où finalement, oui, ça a du sens, oui, ça c'est ouvert vers les autres et je pense que c'est aussi thérapeutique dans ce que vous disiez, dans je donne du sens à ce qui m'arrive, à ce qui m'est arrivé Mhm. et je le Mhm. partage, en fait. J'ai l'autre jour eu, en séance une, jeune femme qui disait: «Mais j'ai tellement reçu qu'en fait, bah, naturellement aujourd'hui je donne aussi, en fait». C'est ça, c'est certainement ce chemin de résilience, c'est de se servir de ce qu'évidemment on n'a pas souhaité, ce qu'on aurait préféré qu'il se passe autrement. Tous les jours, hein, je fais des choses où j'aurais aimé partager ça avec ma mère ou mon père. Et tous les jours, on a des contextes sous nos yeux où on n'a pas la même vie que les autres, mais tout le monde n'a pas la même vie d'abord. Hein, mais c'est vrai qu'il y a ce côté résilience de, bah ouais, on a ses valises. Bah, franchement, aujourd'hui, à part avancer avec, qu'est-ce que tu peux faire Mm. d'autre? Et puis moi, je me dis aussi que tout le monde a ses valises. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces valises? Et c'est là où d'un coup, on se responsabilise et on se dit, bah, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et si je me sens pas capable, eh ben, vais trouver des gens qui vont m'aider. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours de l'aide quelque part et il faut prendre le temps. Et ça, on en parlait encore tout à l'heure, mais le facteur temps, il est très important. Laisser le temps faire son œuvre, c'est pas une phrase lancée comme ça, c'est que le temps, c'est un allié. Prendre le temps de ressentir son émotion aussi, de savoir ce dont on a besoin. Le facteur temps aide et il faut être patient en fait. Pas vouloir être trop pressé, Mm. sauter les étapes. Bien sûr, ça crée des émotions désagréables. On est passé par des phases. Heureusement qu'il faut rebondir. Prenez le temps pour rebondir parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est bien beau, mais on a plusieurs années derrière nous et que Mm. ça s'est pas fait comme ça en se levant un matin. Allez, c'est bon. Je décide de tirer un trait sur tout ça. Je suis dans l'acceptation d'un coup d'un seul. Je vais créer quelque chose qui va aider les autres. Non, c'est vraiment, comme tu dis, Mm. Julie, c'est là où je veux te rejoindre, c'est qu'il faut du temps parce qu'il y a plein d'émotions nouvelles qui apparaissent sur notre chemin qu'on ne Mm. connaît pas, qui est donc difficile à identifier. En plus, nous, on essayait de mentaliser, conscientiser à peu près tout. Ouh là là, aujourd'hui, comment je me sens? Je sais pas ce que c'est, ce sentiment pourri. Qu'est-ce que je dois en faire, etc. Là, moi, finalement, avec les années, je me rends compte que juste c'est un jour pourri, c'est un jour pourri. Faut pas trop chercher plus loin. C'est normal, on est humain, on vit des Mm. sensations agréables et désagréables et il faut composer avec, quoi, c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'avec le recul, c'est pas qu'on arrive à voir le bon côté, mais si quelque part on s'est Si. dit, bon, ils sont tombés malades, c'est vrai, on avait 20 ans c'est jeune. Néanmoins, on a eu la chance d'avoir nos parents entièrement disponibles pour nous éduquer, nous donner les clés pendant 20 ans. Et après, oui, à 30 ans, on avait déjà plus nos parents, mais justement, on les a eu jusqu'à 27 ans tous les deux, bah on les a eus. Je préfère regarder toutes les années avec que toutes les années sans. Mais il y a des jours où je suis capable de les voir comme ça, il y a des jours où je suis capable de les voir dans un côté. Et en fait, ça, c'est pas grave, c'est juste, bah, c'est normal, hein, la vie, c'est ça aussi. Mmh. C'est toutes ces montagnes russes émotionnelles qui font Tout à partie fait. du jeu et dans justement le milieu de l'accompagnement, on parle beaucoup de l'échelle du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross qui montre bien en fait toutes ces phases par lesquelles on passe. Mm. Du coup, le déni dont tu as parlé, Julie, bah, non, non, Mm. je ne veux pas avoir, les médecins se sont trompés et cetera. Mm. Au moment où, carrément on tombe dans le fond de la piscine et puis c'est Mm. justement quand on est au plus bas qu'on reprend l'élan Mm. et qu'on reconstruit quelque chose et cetera. Et une fois qu'on a reconstruit quelque chose, c'est aussi cette cyclicité de la vie et toutes ces émotions, bah, c'est une palette, de peinture, en fait. On a plein de couleurs différentes et on n'est pas toujours dans la joie, on n'est pas toujours dans la gratitude, on Mm. n'est pas toujours dans l'exaltation et ça fait partie du jeu et Et je crois qu'il faut être indulgent avec ça, envers soi-même, mais envers les autres, parce que, bon, moi, envers moi-même, je pense que j'ai un petit progrès à faire là-dessus, sur l'indulgence.
En fait, juste, on a le droit avec notre parcours, de pas toujours aller bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à m'autoriser, parce que je devais être dans la joie, je devais aider les autres, et d'ailleurs, on nous l'a très souvent dit, mais les filles, ça se voit pas, à votre vécu, vous êtes tout le temps, enfin, si jovial. Bah ouais, bah en fait, maintenant, je me laisse beaucoup plus porter par, bah là, c'est un jour sans, c'est pas grave. Et les autres gens qu'on croise qui sont un jour sans, bah, on connaît pas leur vie non plus. Donc, un peu d'indulgence, ils ont peut-être des raisons de pas aller bien ce jour-là. C'est vrai, hein, franchement, en valeur, il faudrait quand même qu'on arrive avec un peu plus d'empathie à réceptionner et pas prendre personnellement quand les gens ils sont pas bien, quoi. Mm. J'avais envie de mettre ça là. Non, mais il y a quelque chose, Julie, qu'on n'a pas dit, qui nous a beaucoup aidé aussi, qui est arrivé sur notre parcours sans qu'on le choisisse, mais c'est la spiritualité. On a eu beaucoup une éveil des consciences là-dessus pendant Mm. tout notre Mm. parcours. Je fais une petite parenthèse, mais Ouais. la spiritualité, pour nous, c'est pas forcément la religion, et on peut la trouver dans la religion, et chacun sa religion. Nous, c'était vraiment la foi dans la vie, la foi dans l'énergie, dans l'univers. C'est ça, notre foi s'est déposée là-dessus, et ça donne du sens. Et j'en parlais tout à l'heure, c'est ce qui nous a aidés, que les choses n'arrivent pas au hasard. Si elles arrivent sur notre chemin, c'est qu'on est capable D'en tirer un apprentissage. voilà, de les gérer, d'en apprendre, de grandir. Petits signes de la vie que d'autres appellent le hasard ou les synchronicités. Les petits signes, nous, on les sent avec nous des fois. En fait, ils sont autrement là, mais ils sont encore là. Tout ça, ça n'a pas été quelque chose de problématique pour faire un deuil. Déjà, faire un deuil, on ne sait pas trop ce que ça veut dire parce qu'en fait, on vit avec un deuil. On ne finit pas vraiment, je crois. On peut l'apaiser, mais je crois que c'est quelque chose qui nous accompagnera tout le temps. Mais c'était pas problématique pour faire un deuil, ça nous a justement accompagnés dedans, de savoir qu'ils étaient quand même là différemment. Ouais, la foi, ça se choisit pas. Enfin, on se lève pas un matin en se disant, vas-y, bah, je vais avoir une foi, moi aussi, ça va m'aider. C'est une ouverture d'esprit qui nous dépose des croyances. Alors, il y a vrai ou pas vrai, c'est pas trop dans le débat, en fait. Si ça aide profondément les gens, si c'est leur croyance, enfin, moi, en tout cas, je les prends comme une aide au quotidien. C'est vrai, Julie, t'as raison. Bah, on s'en fiche, hein, si, y a des gens qui jugent qu'en étant très cartésien, oh, ça sonne pas chez eux, ça sonne pas chez eux, c'est pas grave. Mais pour le coup, la Mm, spiritualité, en tout cas, nous, dans mm, ces années-là, est venue nous cuire sur notre chemin. Et c'est vrai que cette fois, c'est une aide, hein, vraiment. Parce que moi, par exemple, la mort, que je n'envisage pas comme une fin, évidemment que je vais vivre ça beaucoup plus légèrement qu'une personne qui dit ça y est, elle n'existe plus, plus jamais, c'est fini. Mais encore une fois, on choisit pas de croire en quelque chose, hein, mm. ça se fait comme ça. Oui, Mais c'est chacun son en tout cas, nous, ça chemin. nous a aidés, ouais. Ça nous a aidés. Et puis, il y a eu tout un tas d'outils qu'on est allé chercher quand on était dans cette phase de refocus sur nous, de comment on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est en morceaux, comment on fait pour recoller les morceaux. Et là, on est allé chercher tout un tas d'outils, les psychologues évidemment, le MDR, Les l'hypnose, médecines alternatives oui, aussi, la naturopathie, réflexologie, kinésiologie, enfin, on en a quand même testé déroulées. beaucoup, beaucoup. Et ça aussi, c'est pareil, chacun tape à la porte qu'il veut au moment où il le veut, parce qu'il y a des moments où on était prêt, il y a des moments où on n'était pas prêt et où on n'avait pas envie. Et ça, c'est OK aussi, mais en tout cas, c'est encore pour dire qu'il y a des aides et des solutions qui sont possibles. Et parfois, il faut juste un petit mot-clé à taper sur Google ou juste une discussion de quelqu'un qui va poser une graine. Et il faut pas hésiter à demander en fait de l'aide parce qu'elle arrivera. Ouais, Moi, j'aime beaucoup parler de cette baguette magique qui n'existe pas et qui fait que c'est son propre cheminement personnel qui va faire qu'on va à un moment donné ouvrir des portes, trouver des clés pour aller à la connaissance de soi, pour aller guérir certaines parties aussi de soi en fonction des traumas qu'on a vécus. Et que du coup, dans cette idée de baguette magique, il n'y aura pas une seule solution qui viendra à un moment donné nous sortir de la mouise, nous sortir de la torpeur dans laquelle on est. Et j'aime beaucoup me dire que c'est ça, plus ça, plus ça, plus tout à ça, fait. plus ça, plus ces lectures, plus ces rencontres, plus ces échanges, plus ces approches thérapeutiques et autres. Et c'est bien tout ça, en fait, qui fait qu'à un moment donné, eh ben, on se sent de mieux en mieux et que Mm. ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas avec une seule rencontre. Et c'est le rapport au temps dont vous parliez aussi tout à C'est l'heure, ça. que c'est un cheminement vraiment. Et cette Mm. quête-là, pour moi, elle est aussi belle que l'endroit auquel on arrive, en fait. Tout C'est à fait. ça. Et je te rejoins. Et encore une fois, les petites choses, il n'y a pas de petites choses parce qu'additionnées, elles ont le pouvoir d'une grande chose. Et un jour, il y a une amie qui m'a dit, parce que j'ai développé des angoisses, du coup, suite à cette expérience, il y avait certainement des choses encore bloquées. Et puis, c'est encore parfois un petit combat de tous les jours.
Mais elle avait des angoisses aussi. Elle me dit, mais comment tu as fait pour les apaiser? Quel outil t'a aidé le plus? Et je lui ai répondu, l'outil qui m'a aidé le plus, c'est la persévérance. Parce qu'en fait, il y a des outils qui n'ont pas marché. Il y a des outils qui m'ont pas aidé. Il y a des outils que j'ai pas été capable de réceptionner à ce moment-là. Et je les ai additionnés. C'est exactement ce dont tu parles. J'ai essayé un livre, j'ai essayé un podcast, j'ai essayé une application, j'ai essayé un psychologue, j'ai essayé plusieurs psychologues. En fait, j'ai testé, j'ai osé et j'ai essayé et j'ai réessayé. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, ça marche, en fait. Et puis tout sert en fait. Même si des fois on a l'impression que quelque chose ne vient pas appuyer un déclenchement ou un déclic dans nos têtes, bah, c'est quand même une petite graine dont on n'a pas conscience qui va émerger avec les autres choses qu'on en ajoute, comme tu le dis si bien. Donc oui, c'est vrai qu'il faut essayer. Moi, j'ai beaucoup moins de... Je suis moins tenace que Julie. Je trouve que j'ai moins de persévérance et du coup, tout ce que tu exprimes, tout de suite dans ma tête, ça va résonner dans oh, l'énergie du combat, quoi. Et en fait, c'est pour ça que le paramètre temps, il est important parce que, évidemment, quand on additionne beaucoup de choses, on a l'impression que c'est colossal. Mais en fait, aujourd'hui, oui, c'était colossal ce qu'on a tombé. Je me rends compte aujourd'hui. Mais sur le moment, on se voit pas additionner les choses comme ça pour s'en sortir, pour aller mieux, etc. Donc oui, c'est un combat de tous les jours, mais c'est là où on dit step by step. Faut pas regarder la montagne tout en haut parce que les étapes, elles se franchissent marche après marche et c'est vraiment des petites choses du quotidien qui font que, avec le temps, ça va, les choses vont s'améliorer quand même. Mm. Quand bien même il y a des piqûres de rappel qui reviennent, qui sont waouh, ça je connais, c'est pas très drôle à vivre, c'est quand même plus Mm. mesuré parce que on a plus apprivoisé le sentiment. On a quand même, moi j'aime pas trop l'histoire de gérer les émotions parce que j'estime que je sais pas trop encore bien faire et que j'apprends tous les jours à apprivoiser avec mon hypersensibilité où je vis des choses certainement et de façon extrême. Quand on regarde notre parcours, on a quand même fait du job, mais on se rend pas Mais compte c'est pas quand on le fini. fait. Enfin, c'est pas Non, fini. ah bah La non, vie est un job, évidemment. hein, de toute façon pour tout le monde. Il faut toujours, Mm. toujours faire en sorte d'aller bien, en fait. Je crois que c'est le but un peu. Pour rebondir aussi sur ce que tu partageais sur la spiritualité, Mhm. c'est quand même quelque chose qui rassemble beaucoup des personnes qui ont traversé des grosses épreuves de Tout à vie, fait. qui Ouais. à un moment donné ont voulu, comme vous l'avez formulé aussi, remettre du sens en fait Mhm. et chercher peut-être à comprendre ou à avoir un regard peut-être un peu plus philosophique et moins brutal. Moi, personnellement, la spiritualité m'a beaucoup accompagnée dans mon cheminement, dans la guérison et dans l'acceptation de ce que je vivais, en fait, qui fait que le regard change quand on passe là-dedans. Pour moi, la spiritualité est quelque chose de très incarné sur Terre et au service de la vie qu'on mène sur Terre, en fait, avec les enseignements de toute forme de vie. Et là, clairement, ce que vous arrivez aujourd'hui à voir, après autant de temps sans la maladie, que tant que vous avez Mhm. passé à accompagner vos parents, c'est bien parce que cette spiritualité, ce regard sur la vie, vous l'avez pleinement distillé dans chaque petite chose que vous vivez dans votre quotidien aujourd'hui, de votre vie Mhm. incarnée sur Terre, en fait. Mm. Mm. Tout à fait. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est un état d'esprit quotidien. En fait, c'est une expérience et son apprentissage j'ai l'impression que ça a presque modifié mon ADN. C'est bizarre, mais j'ai vraiment l'impression que De plus être la même. je suis construite avec ça, en fait, avec cette expérience et ce qu'on a appris, mais que je pourrais plus être cette personne que j'étais avant la maladie, quoi. Je suis plus ça. Ouais. Bah forcément, hein, c'est indéniable. Heureusement que ça nous change parce que franchement, moi, je pense que j'attendais que ça au final. Quand je me vois avant, non, 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 je faisais fausse route. Hein, vraiment, je faisais fausse route. J'espère que je fais pas fausse route quand dans 10 ans. Je fais une projection dans 10 ans. Non, non, mais vraiment, ça change. C'est obligatoire. On ne peut pas Mm. sortir de tout ce qu'on vient d'expliquer sans être transformé profond de soi. C'est Mm. impossible. Du coup, autant que ça transforme dans un sens plus élevé, du coup, quitte à être transformé, voilà, autant que ça soit vers quelque chose qui soit dans de la lumière, quoi, quelque part. Mhm. Et comme on arrive au bout de cette interview, ça va peut-être être compliqué pour vous de résumer en un mot ou une phrase. Si jamais vous deviez justement vous prêter à ce jeu-là, qu'est-ce que vous diriez sur ce parcours, cette épreuve, cette transformation, cette évolution, cette modification de votre ADN? Un mot ou une phrase, c'est vrai que c'est dur. Bah, moi, j'ai toujours un mot qui résume profondément alors, mon ressenti, parce que je peux pas parler pour le tien, mais tu sais, l'art japonais Kintsugi, là, en fait, quand on casse un pot ou une tasse, on le recolle et sur les fissures, on met
une petite peinture d'or. Et en fait, dans ma maison, moi, j'ai l'impression, ma maison intérieure, qui s'est effondrée le jour du choc. J'ai l'impression vraiment de l'avoir reconstruite un peu comme ça. Et elle a des fissures de partout sur les murs, mais c'est pas grave parce que d'une, je l'ai reconstruit exactement comme j'avais envie de la reconstruire. Et puis en plus, j'ai mis un petit peu d'or sur les fissures. Donc, c'est vraiment cet art, moi, il symbolise vraiment mon cheminement ou ma vision ma façon d'avoir vécu cette expérience. Moi, j'ai deux choses qui me viennent pour répondre à cette phrase. En tout cas, si je fais une petite rétrospective, c'est effectivement, avant, je m'écoutais pas du tout. Mais c'est-à-dire que je ne savais pas lire. Hein. J'étais illettrée envers ma propre. Je ne savais pas lire en moi, je m'écoutais pas. Donc, je crois que ça a vraiment éveillé chez moi le fait qu'il faut que je m'écoute davantage pour vivre plus alignée. Deuxième chose qui me vient, c'est profiter de chaque instant, mais vraiment, vraiment, parce que en fait, le tsunami dont on a parlé, c'est vraiment qu'il y a tout qui disparaît d'un coup. En une fraction de seconde, votre vie, elle change, elle sera plus jamais, c'est irréversible, elle sera plus jamais comme avant. Tous les instants que je vis, un maximum, je ne veux pas dire tous, mais à 90% du temps, vraiment, je vis les événements comme si c'était les derniers. Alors, ça ne me préoccupe pas de manière angoissante à me dire, oh là là, peut-être elle part, je la reverrai plus jamais, serre-la dans les bras avant que... Je suis pas du tout dans ce stress-là, je suis plutôt dans le stress de rendre des moments magiques parce que je sais pas de quoi demain est fait. Ça m'angoisse pas du tout, au contraire, ça rend ma vie très précieuse. Il faut profiter, il faut profiter. Même là, on n'est pas à l'abri de demain, malgré qu'on ait vécu ça, que demain, voilà, je disparaisse d'un accident de voiture ou peu importe, hein, mais il y a tout qui peut tellement basculer, les probabilités sont tellement grandes que votre vie peut changer à chaque instant. Donc, c'est le côté éphémère, en fait, qui reste Voilà, c'est le beaucoup. côté éphémère, faut profiter. Moi, j'essaie vraiment de profiter intensément de choses simples. Parce que je veux pas faire des sauts en parachute. Mais juste une soirée entre amis, ou voilà, c'est très, très précieux à Mhm. vivre. C'est très précieux. Tu savoures jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Ok, merci beaucoup de tous ces partages, ces échanges presque philosophiques. Ouais, ça sera pas étonnant avec nous. Et donc, j'ai envie de vous proposer le fameux quiz gourmand que je Ouais, propose à mes invités en fin d'interview. oui. Peut-être que vous aurez deux réponses différentes. Oh L'idée, non. c'est pas de mentaliser, c'est pas de faire des grandes dissertations sur les réponses, mais de répondre du tac au tac sur Mhm. ce que ça vous donne envie ou pas, parce que cette idée de plaisir, je l'ai aussi dans ces côtés je savoure chaque chose, Mhm. et moi, ça passe beaucoup par les sens et par le plaisir et la gourmandise. Du coup, j'ai quelques questions à vous poser. Vous voyez entre vous à quel moment vous répondez, si vous répondez en Ça même temps l'une marche. après l'autre, tout ça. Ok, C'est bon? Ouais. c'est bon. Première question, du coup, c'est quoi votre péché mignon, la gourmandise que vous adorez et à laquelle vous ne pouvez pas résister en dehors des pistaches? Il y en a plein, mais là, le premier truc qui me viendrait, ce serait, je sais pas, c'est quelque chose de ma région, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est les petits fromages de chèvre en bouchon. Non, tu connais pas, par exemple. C'est des petits fromages de chèvre qui sont Donc, t'es sur du faits. salé, toi. Ouais, là aujourd'hui, je serais sur du salé, mais là, vraiment, je me lèverais la nuit pour en manger. C'est des micros, on appelle ça des crottins de chèvre, en fait, chez nous. C'est minuscule, c'est comme des petits cannelés version fromage de tomme un petit peu mi-sèche. Ça, vraiment, si on a à Mhm. l'apéro, laissez-moi un bol. Moi, c'est des petits, ça s'appelle les petits carrés écossais. C'est une recette de famille en fait qui fait forcément référence enfin, qui a tout un tas d'échos qui sont très très gourmands pour moi. Et c'est des petits carrés en fait qui se font avec des petits gâteaux lus, du lait concentré et du chocolat. Ça, je peux me lever la nuit sans problème. Donc, vous êtes toutes les deux insomniaques gourmandes. Bah, c'est apparemment la référence pour nous pour dire pourquoi tu te lèverais la nuit, quoi. Sinon, mais les cannelés aussi pour moi, mais si je dois trouver un truc sucré, mais bon. Alors, du coup, si votre vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Oh, et là, il faut qu'on fasse du tac au tac. Je J'ai sais déjà pas si elle est trouvé. très Tu vois, digeste. j'ai déjà trouvé pour ma sœur. Bah, dis-moi. Tartiflette. Ouais, c'est possible. J'étais sur des plats comme ça. J'étais la fondue ou la tartiflette. La tartiflette, mais celle de ma mère, par contre. Ouais. Toi, c'est dur, hein? C'est très dur. Toi, ça serait un restaurant étoilé, un Non, plat mais de un restaurant plat. étoilé. Et ben, ça serait des Saint-Jacques à la truffe, huile de truffe. Ouais, c'est ce que je dis, c'est un restaurant étoilé. Très C'est chic. gastronomique. Ouais, Voilà, Sarah, c'est tout à gastro, fait. c'est sûr. Sinon, elle n'y Qualité, va pas. qualité, qualité. Ouais, qualité, ouais. Ok. Est-ce que du coup, vous êtes plutôt thé, café, bière, eau, vin? Ça dépend des moments.
Moi, j'adore le matin, donc mon café le matin, c'est un moment qui est un peu sacré pour moi. J'adore ce moment. Néanmoins, je bois des infusions à longueur de journée et avec mes copines, un bon verre de vin, ça fait toujours plaisir. Ouais, moi au quotidien, je vais être café aussi, on va dire, mais si je dois choisir une petite boisson, je suis très pétillant. Pareil, on va être sur des bulles fines, des bulles fines, claires, avec un petit sirop de framboise ou une framboise dedans. Ouais, ça serait plutôt dans le pétillant, ouais. Ok, trop bien. Est-ce que vous êtes plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Falafel. Bourguignon. Mais un bourguignon raffiné. Ouais. T'as très bien cerné Sarah, Pauline. Et au niveau du chocolat, parce que moi, c'est ma gourmandise, c'est mon péché mignon, c'est le chocolat. Vous êtes plutôt chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat aromatisé. Noir. Chocolat au lait. Ah ouais, noir. Trop bien. Bien corsé. Eh ben, merci beaucoup, Julie et Merci, Sarah, pour c'était un plaisir. cet échange avec une interview beaucoup plus longue que d'habitude qui a beaucoup de sens et qui, j'en suis certaine, résonnera avec beaucoup d'histoires des croqueuses parce qu'on a évoqué choses sur le cheminement aussi qui se met en place derrière dans cette reconstruction, dans la sublimation dorée, pleine d'or de l'art Kintsugi. Si on veut vous retrouver votre travail, s'inspirer de ce que vous faites, comment est-ce qu'on fait? On peut nous suivre sur femme.totem sur Instagram. On alimente beaucoup le feed pour présenter un petit peu en quoi on peut aider les femmes à identifier leurs besoins émotionnels. Et puis, bien sûr, on a notre site internet, femmetotem.fr, où là, où elles pourront retrouver tous les outils où elles auront aussi à rencontrer leur femme totem. J'invite chacune à faire le test en ligne pour pouvoir les découvrir et comment elles peuvent les aider au quotidien. Génial. De toute façon, je mets tous les liens dans l'épisode, dans la description, parce que je suis fan de ce que vous Merci. faites. Je trouve ça tellement fin, vibrant. Merci, Pauline. Merci, ouais, ça nous va droit au cœur. Ouais, merci. Merci beaucoup. À bientôt les croqueuses. Salut, Pauline. À bientôt. À bientôt. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça. Et si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.